Toutes les théories de l'apprentissage tentent de rendre compte de la nature de ce qui est appris et d'en interpréter le processus et les raisons. Au-delà de ce qui les distingue, voire les oppose, elles peuvent s'accorder sur le point suivant. En tant que produit, l'apprentissage est une modification durable des comportements survenant au cours de l'histoire personnelle. Depuis sa naissance, et tout au long de sa vie personnelle, l'homme est confronté à des occasions d'apprentissage. Apprendre est un processus inhérent à la vie des individus. De fait, il existe plusieurs conceptions portant sur des principes clés déterminant la manière d'apprendre. Nous aborderons ici 3 approches théoriques en considérant l'approche énactive comme une proposition nouvelle et novatrice. La première de cette théorie apparaît à la fin du XIXe siècle avec l'émergence d'une science de la rigueur, la physique, avec des données qui sont mesurables et quantifiables, matérialisées ici par la règle et la fiole. Le behaviorisme naît sous l'impulsion de Watson en 1913. Il introduit le concept de psychologie comportementale, c'est-à-dire qu'il ne prend en compte dans sa conception que ce qui est observable. Il part du comportement et en reste au comportement. La métaphore de l'iceberg permet d'identifier 2 parties, une partie qui est émergée et une partie qui est immergée. Il y aurait ainsi des comportements qui sont par définition observables, mais également des composantes invisibles qui ne sont pas prises en compte dans l'approche behavioriste. Cette théorie est représentée par le schéma stimulus-réponse-renforcement. Le stimulus est un signal qui doit être suivi par un comportement spécifique qui subit un renforcement positif sous forme de récompense ou négatif sous forme de punition. Par exemple, en athlétisme, l'enseignant de PS place un plot de couleurs avant la haie pour indiquer à l'élève qu'il faut qu'il fasse son impulsion précisément à cette distance. Si le bon comportement est produit, le professeur attribue une récompense sous forme d'appréciation positive, par exemple. C'est bien. Au contraire, si la réponse n'est pas celle attendue, une punition est donnée, comme par exemple recommencer l'exercice ou bien faire un tour de piste supplémentaire. De plus, le retrait d'une punition peut avoir valeur de récompense, tout comme le retrait d'une récompense peut avoir valeur de punition. L'apprentissage est strictement considéré comme une réduction d'écart entre le comportement initial et le comportement attendu suite à l'apparition du stimulus. Il résulte d'un processus de conditionnement, comme apprentissage de comportement stricto sensu. Il repose sur un protocole de découpage, de répétition, puis de juxtaposition de fragments comportementaux dépendant d'une association entre des stimuli, des réponses et des renforcements. Il y a apprentissage réussi lorsque les comportements sont effectivement conditionnés. La réponse attendue est émise. Il y a eu adaptation comportementale. L'apprentissage suppose un entretien du conditionnement, sinon il y a désapprentissage. La force de connexion stimulus-réponse et ou réponse-renforcement diminue. Il y a alors littéralement déconditionnement, c'est-à-dire extinction du conditionnement. Mais quel est donc le nom donné à cette théorie ? Le behaviorisme, du mot anglais behavior qui signifie comportement. C'est une notion centrale de cette théorie. La principale limite de cette théorie est qu'elle n'est applicable qu'à des situations qui sont stéréotypées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques sont fascinés par les technologies de l'information. Les télécommunications ont joué un rôle majeur au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une montée en puissance de l'approche cognitiviste au détriment du behaviorisme. Les cognitivistes, pour fonder leur conception de l'apprentissage, vont fortement s'inspirer des nouvelles technologies de télécommunication, et notamment de la théorie de l'information de Shannon en 1948, qui n'était cependant pas destinée à une telle application en psychologie, et qu'il a par ailleurs réfutée. Cette théorie repose sur le schéma du traitement de l'information. Donc, il y a tout d'abord une information, puis un traitement de cette information, ensuite une décision qui va aboutir à une action. Tout
Tout cela est régulé par une boucle de rétroaction, également appelée feedback. Par exemple, en handball, une situation où l'élève est attaquant et porteur de balle et se retrouve face à un défenseur, il doit prendre la bonne décision, sachant qu'il peut soit tirer de loin, soit faire la passe à un partenaire démarqué. Si l'élève tire, il n'a pas su prendre la bonne information puisque son partenaire démarqué se trouvait en position plus favorable. Cette remarque faite par l'enseignant est ce que l'on appelle un feedback, c'est-à-dire un retour sur ce qui aurait été plus judicieux dans cette situation afin de permettre à l'élève de prendre à l'avenir une décision plus adéquate. Dans cette théorie, le cerveau est considéré fonctionner comme un ordinateur. Les données sont stockées en mémoire et celles-ci vont permettre de sélectionner les bonnes informations pour faire émerger la bonne décision et donc la bonne action. Cette conception est également appelée théorie computationnelle, en référence à l'ordinateur et au mot anglais computer, qui signifie calculateur. Les données sont collectées puis traitées à partir de mémoire au cours de différentes étapes successives. Le processus de traitement des informations est objectivé, de même que le processus par lequel un programme permet d'aboutir à la spécification de l'action à produire. La qualité de ces processus signe la différence entre les débutants et l'expert. C'est le paradigme novice-expert. L'expert est la référence puisqu'il traite parfaitement la bonne information existant dans le monde. Il prend la bonne décision et produit rapidement une action efficace. L'apprentissage correspond à une acquisition par mise en mémoire de connaissances relatives à tout ce qui permet de traiter les informations pertinentes qui existent dans le monde et d'aboutir à la production des actions à y exécuter. Tout le monde peut potentiellement tout apprendre si la difficulté ou la complexité de la tâche sont ajustées aux possibilités du pratiquant. L'apprentissage réussi témoigne d'une réduction d'écart entre les connaissances initiales du pratiquant et les connaissances de l'expert qui reflètent la réalité objective du monde et la perfection des actions à y produire. Mais quel est donc le nom donné à cette théorie ? Le cognitivisme, où la cognition est une notion qui est centrale. Depuis les années 1980-1990, une nouvelle approche a vu le jour. En effet, chaque individu va interagir avec son environnement d'une manière qui lui est propre. C'est-à-dire que chacun a son monde propre, c'est ce qu'on appelle le couplage structurel. Selon Di Paolo, l'expression « to care about anything » est essentielle car elle pose la question des origines de la signification et des valeurs en renvoyant aux choses qui comptent, c'est-à-dire ce qui importe pour la vie de chacun d'entre nous. Mais quel est donc le nom donné à cette théorie ? L'énaction. Énacter signifie faire émerger. C'est l'avènement conjoint d'un monde et d'un esprit à partir de l'histoire des diverses actions qu'accomplit un être dans le monde. Le fondement de cette théorie est que chaque individu agit en fonction de valeurs qui lui sont propres, selon son histoire d'activité et d'expérience. La vie est une appréciation de valeurs. Elle s'oppose à l'inertie et à l'indifférence. Les valeurs établissent ce qui importe. L'être vivant est considéré comme apte à qualifier ce qui favorise sa vie et ce qui la menace. Ceci se construit à travers 4 différentes échelles. La première échelle renvoie à l'histoire de l'évolution de l'espèce à laquelle nous appartenons. Nous concernant, il s'agit de l'espèce humaine. C'est ce que l'on appelle l'échelle phylogénétique. Ensuite, nous appartenons tous à une culture qui va définir des bonnes et des mauvaises pratiques. C'est ce que l'on appelle l'échelle macroculturelle. L'échelle microculturelle caractérise le fait que, au sein d'une même macroculture, chacun d'entre nous est membre de différents groupes selon nos activités socioculturelles et conviviales qui contribuent à forger nos valeurs. Enfin,
L'échelle individuée définit le fait que chaque individu est un être singulier du fait des valeurs qu'il a incorporées. Chacun a donc ses propres sensibilités. Le chemin désigne ici la vie, le parcours de vie personnel, selon les obstacles, les changements qui s'opèrent. L'individuation aboutit à une sensibilité qui est propre à chacun. Ceci renvoie à l'expression to care about anything, c'est-à-dire tendre vers quelque chose qui nous préoccupe. Or, selon Di Paolo en 2014, on apprend toujours de ce qui nous intéresse, de ce qui nous importe. La motricité est alors envisagée comme un déplacement visant à se rapprocher de ce qui est bon pour nous et de s'éloigner de ce qui nous semble néfaste. En athlétisme par exemple, en cours de demi-fond, on peut distinguer différents types d'élèves que l'on définira par le terme de population. Certains d'entre eux vont chercher à réaliser la meilleure performance possible, c'est-à-dire à courir de la manière la plus efficace possible et donc d'aller le plus vite. A l'inverse, d'autres groupes d'élèves tenteront de s'économiser, car pour eux l'effort est synonyme de douleur. Nous avons donc bien différentes manières de percevoir l'activité. Mais comment alors susciter des apprentissages ? Comme il a été dit précédemment, il faut d'abord cerner les différentes populations d'élèves qui s'offrent à nous, c'est-à-dire les types d'élèves, qu'est-ce qui motive nos élèves, ce qui leur semble prédominant et le plus important dans l'activité. Ensuite, il faut déterminer quelle est la valeur la plus propice aux apprentissages, c'est celle qui va permettre de les faire progresser. Enfin, le travail de l'enseignant va consister à changer les valeurs des élèves en les orientant vers des occasions d'apprentissage. L'apprentissage, c'est un processus qui est complexe. Il est important de prendre du plaisir et de saisir de l'intérêt pour l'activité. Cela peut cependant poser des problèmes dans l'apprentissage selon le vécu de chacun, les peurs éventuelles et les expériences antécédentes. L'apprentissage réussi correspond du point de vue de l'élève à une action plus efficace, car il y a eu une réduction d'écart entre les effets qu'il attendait et les effets perçus par lui à l'issue de ses actions. Selon le point de vue de l'enseignant, l'apprentissage réussi présuppose une réduction d'écart entre la valeur qui orientait initialement l'activité de l'élève et la valeur qui ouvre le mieux l'accès aux apprentissages visés dans l'activité considérée. Par conséquent, il est nécessaire pour l'enseignant de faire preuve d'empathie, c'est-à-dire se décentrer de son propre point de vue, afin d'approcher et de comprendre le point de vue des élèves. Chacun est différent, pourtant dans une même société coexiste une multitude d'individus. Pour conclure, l'énaction est une approche délicate, permettant d'aller au fond de la compréhension. Cette conception mérite d'être considérée et d'être approfondie pour en extraire toutes les subtilités. Merci. Created using Powtoon.